Voilà, allez-y, quand vous voulez. On recommence. Je suis originaire de Bretagne, des Côtes-d'Armor, près de Saint-Malo, où je suis né en 1925. J'ai toujours eu pour but dans ma vie d'essayer de faire des découvertes, d'approfondir les recherches scientifiques en vue d'aider la population, en vue d'aider les ouvriers. Je suis entré à Polytechnique en 1946 et là, j'ai eu l'occasion d'approfondir mes connaissances scientifiques, en particulier dans le domaine des mathématiques. À la sortie de Polytechnique, je suis entré dans l'aviation civile, les techniques qui permettent de diriger les avions, de les guider, les techniques qui permettent d'améliorer les aéroports. Et à la sortie, j'ai eu la chance d'être envoyé au California Institute of Technology en 51-52. Le California Institute of Technology est une université petite au sud de Los Angeles et elle est renommée pour avoir une très grande qualité de sa formation et une abondance, n'est-ce pas, de résultats sur le plan mondial d'une valeur exceptionnelle. Là, j'avais 25 ans, j'ai rencontré M. Millikan qui avait 80 ans et qui était un scientifique extrêmement célèbre pour avoir trouvé la charte de l'électron. Et je lui dis que mon ambition était de faire de la recherche scientifique, mais que je voulais savoir si j'étais capable de faire des découvertes. Millikan, très gentiment, m'a pris en amitié et m'a demandé de m'incorporer, d'être incorporé à une petite équipe de 4 personnes, dirigée par une personne de très grande valeur qui s'appelait Simon Rameau. Et il m'a garanti que si je réussissais dans une petite équipe de 4 personnes, menée par Simon Rameau, eh bien, il pourrait me donner son avis en juin. J'ai travaillé avec Simon Rameau pendant l'année scolaire et à la fin, il m'a dit que je pouvais faire des recherches, que j'étais sûr de réussir. Et Millikan a confirmé cette opinion. Et depuis lors, j'ai consacré ma vie à faire des travaux en vue de découverte pour ouvrir la voie à de nouvelles technologies et permettre à la population de vivre confortablement grâce à cette innovation et à la population du monde d'obtenir des résultats qui lui permettent de vivre plus convenablement. J'ai commencé mon travail dans l'industrie dans une compagnie qui s'appelle maintenant Thales et qui s'appelait à l'époque la CSF. La CSF était une compagnie extrêmement innovatrice, dont le centre de recherche était du côté de Stalingrad, et elle était connue pour avoir découvert le radar, grâce à son patron, qui tout jeune avait inventé cette nouvelle technologie. Et pendant une demi-douzaine d'années, j'ai été formé dans ce centre de recherche extrêmement dynamique. Et c'est dans ce centre de recherche que nous avons inventé de nouvelles antennes, des antennes dont on pouvait contrôler le faisceau électroniquement de manière à perfectionner les technologies. Et nous avons créé des premiers câbles hertziens très lourds, mais qui permettaient d'avoir en temps réel le couronnement de la reine d'Angleterre, par exemple. Ensuite, le général de Gaulle est arrivé au pouvoir vers les années 60 et il a dit à l'industrie: je veux vraiment que vous fassiez des innovations, c'est essentiel, faites-moi des propositions pour que je puisse y réfléchir et si elles sont bonnes, ces propositions, je les soutiendrai. À l'époque, le laser venait d'être découvert à peu près en 1960 et je connaissais bien les principes du laser et d'autre part, je vais être très approfondi la théorie des plasmas. Les plasmas, ce sont des mélanges de noyaux, d'atomes et d'électrons. Par exemple, le Soleil est un plasma, c'est un mélange d'ions hydrogène, d'électrons portés à une température très élevée, et c'est grâce à son rayonnement que nous arrivons à vivre sur la Terre. Nous vivons grâce à l'énergie solaire apportée par la combustion de la fusion des atomes, des noyaux, à l'intérieur du Soleil. J'avais bien réfléchi à toutes ces choses-là et j'avais constaté que si on éclairait une petite sphère de
matière dans laquelle on veut produire la fusion des atomes, si on l'éclairait avec un laser, ceci correspondait à la fréquence la meilleure, la plus favorable à l'élévation de température du plasma lorsque on partait de l'état solide. La fréquence optique était en quelque sorte la fréquence de résonance de ce plasma. J'ai donc proposé une recherche ayant pour but d'éclairer avec un laser une petite sphère d'éléments légers, comme l'hydrogène par exemple, et d'essayer de porter à une température telle que les noyaux pourraient entrer en combustion. Et s'ils entraient en combustion, on pouvait alors produire une énergie abondante en partant de l'hydrogène qui est en abondance partout, et on pouvait créer une technologie qui, d'une part, avait de fortes chances d'être d'un prix convenable, et partant non pas du carbone qu'on est obligé d'aller chercher dans du pétrole et qui va s'épuiser, mais dans un combustible qui s'appelle l'hydrogène, ou un corps très voisin de lui qui s'appelle le deutérium, qui se trouve partout dans l'eau des rivières et dans les océans. Le général de Gaulle, qui était un véritable génie, a vu arriver sur sa table cette proposition d'une trentaine de pages, avec tout de même un certain nombre d'équations, et a eu le génie de penser que cette proposition était intéressante. Et immédiatement, des crédits ont été accordés et nous avons commencé à travailler dès 1962. On nous a demandé, je travaillais à ce moment-là, j'étais passé de la CSF dans une grande compagnie qui s'appelait la Compagnie Générale d'Électricité, qui était une très puissante compagnie de 150 000 ou 200 000 personnes, et qui, à la suite des directives données par le général de Gaulle, avait décidé de créer un centre de recherche. J'ai été chargé de créer ce centre, et là, j'ai donc proposé cette idée que je viens d'évoquer et qui a été approuvée immédiatement par le général de Gaulle. Depuis lors, les Français ont travaillé très activement sur le sujet. Au même moment, on m'a demandé d'aller exposer ces idées aux Américains. J'ai été reçu à Germantown. J'ai fait un exposé devant un ensemble de scientifiques de haut niveau chargés d'orienter les recherches américaines. Ils m'ont répondu que tous qui étaient réunis, une trentaine, que cette proposition n'avait pas d'intérêt. Nous sommes rentrés en France, mais ceux qui ont entendu parler du général de Gaulle savent que je ne se décourageais pas facilement s'il estimait que la direction était bonne, et nous avons continué à travailler. Les Anglais nous ont dit que ça ne les intéressait pas. Il n'était pas question de proposer cette idée intéressante pour la défense aux Allemands, et nous avons donc travaillé tout seuls, mais nous savons que les Russes ont eu la même idée que nous au même moment, et ils ont engagé immédiatement un effort sous l'autorité du professeur Bazov, qui a eu le prix Nobel de physique pour la découverte du laser et qui est devenu un très grand ami pour moi. Donc, nous avons travaillé, et en 1967 est arrivée cette situation extraordinaire, c'est que nos lasers délivraient 500 joules en une durée très courte, mais c'était beaucoup plus que tous les autres pays qui, lorsqu'ils avaient obtenu 15 ou 20 joules, c'était déjà tout à fait acceptable. Ce résultat exceptionnel des Français est arrivé aux oreilles du président des États-Unis. Nos collègues américains ont fait savoir au président des États-Unis que les Français avaient une immense avance et qu'il serait souhaitable que les États-Unis puissent bénéficier de cette avance. Le président des États-Unis, qui était alors M. Johnson, a demandé au général de Gaulle l'aide de la France, et cette aide lui a été immédiatement accordée. J'ai eu le plaisir de recevoir la visite au centre de recherche de Marcoussis, où je travaillais, le centre de recherche de la Compagnie Générale d'Électricité, la visite de M. Charles Bollen, qui était ambassadeur
des États-Unis en France, qui est venu visiter toute une matinée notre laboratoire et qui s'est déclaré très admiratif. Et à la fin de sa visite, il m'a indiqué, pensez-vous que véritablement cette coopération entre les Français et les États-Unis peut être efficace? Et il m'a dit, le président des États-Unis m'a demandé de venir vous visiter car il souhaite qu'une coopération soit établie entre les Français et les États-Unis. Pensez-vous que ceci peut fonctionner d'une manière efficace? Je lui ai répondu, monsieur l'ambassadeur, je suis convaincu que ceci peut marcher d'une manière efficace, car il y a une tradition de fraternité entre les ingénieurs de recherche français en électronique et des ingénieurs américains. Et je lui ai dit, monsieur l'ambassadeur, je crois que véritablement cette coopération sera utile, se déroulera dans un excellent climat et sera efficace. Il m'a dit qu'il tiendrait compte de mon point de vue et qu'il allait faire établir cet accord. Aujourd'hui, 40 ans après, plus de 40 ans après, cet accord continue à marcher et les États-Unis et la France travaillent ensemble, étant tous les deux, grâce à cette coopération, en tête dans le monde. Les années ont passé et l'effort a continué à se développer en France et aux États-Unis. Les Japonais, qui sont des hommes très dynamiques, sous l'autorité du professeur Yamanaka, que je connais bien et qui est devenu un de mes amis, a démarré un effort au Japon. Les années ont continué à passer et aujourd'hui on peut admettre que les principaux pays du monde travaillent sur le sujet. J'ai été amené à un dernier congrès de discuter avec le responsable chinois qui m'a dit que la Chine avait lancé un très grand effort et qu'il y comptait beaucoup et le poussait avec beaucoup d'énergie. On peut admettre que cette idée, découverte initialement par les Français et les Russes qui ont pensé, qui ont trouvé cette idée indépendamment, que ce travail se développe dans le monde entier et que dans le monde entier, des équipes qui travaillent sur le sujet rassemblent plusieurs dizaines de milliers de personnes et avec la foi profonde qu'on pourra obtenir le résultat.